Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Ban. Oui, absolument. Bien prononcé? Parfait, Ok. avec l'accent dessus. Super. Le but là aujourd'hui, c'est qu'on partage des choses, si tu veux bien. Est-ce que sûr. tu veux partager d'une façon plus amicale, simple, Ok, comme t'as envie d'être? je suis là. Allons-y, soyons fous. Génial. Du coup, Laurent, moi, ce qui m'a interpellée chez toi, c'est lorsque j'ai vu que tu faisais une tournée récente des Misérables, Ouais, la comédie musicale légendaire en français, oui. mais absolument. en Corée. Oui, Est-ce que tu peux nous en parler? un mélange. Nous en dire des choses. Bah, ce spectacle en particulier, qui est un concert, une version concert des Misérables en français, voilà, c'était juste tout bêtement un casting qui a été passé pendant la période très compliquée qu'on a vécue de D'accord. confinement. Ah, il y avait des castings dans cette période-là. Alors par internet, oui, c'est vrai que là pour le coup, Wow. là, on va dire que pendant plusieurs mois, il y a eu vraiment rien. C'était le no man's land. Et de temps en temps, il y avait voilà 2-3 comme ça parutions qui arrivaient et on se rendait compte que quelque part, la vie ne s'arrêtait pas partout dans le monde et qu'il y avait des endroits où c'était possible. Et en l'occurrence, la Corée semblait être une terre, on va dire, propice pour les artistes. Alors du coup, voilà, donc je me suis proposé pour le rôle de Javert au départ. D'accord. Et j'ai reçu une réponse, on me disait, écoutez, on est très intéressé pour vous avoir en Valjean. Oh, alors est-ce que je peux savoir comment ça se décide? D'habitude, toi, tu avais déjà travaillé cette comédie musicale, tu connaissais déjà alors, les rôles ou pas? c'est un classique, hein, Les Misérables, sûr. c'est vraiment un des plus gros succès mondiaux, créés d'ailleurs par des Français, par Boublil et Schoenberg. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais été sollicité en 2013, donc il y a 8 ans, par Stephen Powell, qui était à l'époque, il me faisait la mise en scène pour la tournée des Misérables en anglais, D'accord. aux States, et j'avais donc il m'avait proposé en tout cas de postuler pour le rôle de Valjean. Ça n'avait pas pu se faire pour des raisons familiales et personnelles, et j'étais resté un peu sur un pourquoi j'ai envie de le faire et en même temps je pouvais pas le faire, mais du coup c'est resté comme là dans un petit coin de ma tête parce que ça reste un rôle mythique, Jean Valjean. C'est vrai que voilà. Ah ouais, carrément, oui. Et voilà, et comme par hasard, ça me retombe dessus 7 ans plus tard, et je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Oh. Et voilà, donc je suis reparti pour la Corée, que je connais bien, puisque c'est quand même un pays que je fréquente depuis 2005. Oh, waouh. Et Ouais, donc, ouais. tu pourrais aussi en parler Bien de sûr. ce qui t'a mené là-bas. Alors, la Corée, en fait, la première fois que j'ai mis les pieds là-bas, c'était en 2005, avec Notre-Dame de Paris. Ah, tu étais dans ce cast aussi. Exactement, je faisais partie du cast, je faisais Phébus. Et en fait, on a créé cette espèce d'ouverture du spectacle musical à la française en Asie, puisque en l'occurrence, ce qui marchait à l'époque en Corée, en général, faisait une belle carrière dans le reste de l'Asie. Bien sûr. Donc, C'est-à-dire le Japon, la Chine. le Japon, la Chine, parfois la Thaïlande aussi, enfin voilà, ça fait tout un tour comme ça. Donc voilà, on va dire que Notre-Dame de Paris a ouvert les portes du spectacle musical à la française, parce qu'ils connaissaient déjà depuis longtemps les versions Broadway, West End, tous les grands classiques Bien anglo-saxons. sûr, oui. Ils sont très fans d'ailleurs. Ils sont très fans. D'ailleurs, il y a une évolution au niveau du chant, au niveau artistique incroyable. J'ai vu des troupes coréennes chanter des versions des Fantômes de l'Opéra ou de Miss Saigon d'une manière parfaite. Superbes chanteurs, des artistes incroyables. Et voilà. Et du coup, nous avons été les précurseurs, on va dire, de ce type de spectacle. Ce qui fait que Notre-Dame de Paris, je me rappelle, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est qu'on avait les 15 premiers jours, il n'y avait personne dans la salle. Non. Bah oui, on était au Sejong Center. Oui. Et personne n'était venu parce que tout le monde se demandait mais qu'est-ce qu'on va aller voir un spectacle en français C'est chaud. Bah oui, pourquoi les Français se mettent à faire du musical, voilà. Et donc il y avait personne. Et au bout de 2 semaines, on a commencé à faire des télés, pas mal de promos. Et du jour au lendemain, on a fait Belle notamment en télévision, et ça a fait un carton. On est passé de quasiment rien à blindé, avec des gens refusés, plein de gens à la sortie. À Séoul. C'était une folie. Ah oui, une folie. On avait nos têtes placardées, des énormes sur des immeubles. Enfin, on était vraiment. C'est devenu la superstar story. My God. Là. Et d'ailleurs, ça a cartonné depuis. Ça continue de marcher encore dans le monde entier, tu vois. Mais à cette époque, vous êtes resté combien de temps à Séoul? Alors, je suis resté 3 mois, je crois. Ah, quand même, hein. 3 mois. Ah oui, carrément. Ouais. Voilà. Et ensuite, voilà, donc j'y suis retourné encore l'année d'après avec Notre-Dame de Paris, toujours gros succès, toujours au Sejong. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de revenir avec d'autres choses comme le Mozart, l'opéra rock.
Oui, qui fait aussi un carton en Asie d'ailleurs. Qui a fait un carton aussi, pareil, hein, première entrée du spectacle en Asie, c'était à Séoul, et on a fait Busan aussi, et, je sais plus encore, on a fait Daegu. Daegu, oui, absolument. Et, les 3 grandes villes. Voilà, gros carton encore une fois, et puis voilà, et je reviens donc avec les Misérables, mais entre-temps, je suis revenu souvent avec des concerts solo, où j'ai profité justement du succès des spectacles pour répondre à l'appel des fans qui me demandaient de revenir pour des choses plus personnelles. Donc tu as un fandom coréen en Corée. C'est ça, alors qui a évolué parce que les premiers c'était il y a 15 ans, 16 ans. Donc maintenant c'est devenu les mamans de celles qui ont maintenant. Avec leur bébé. C'est ça. Et non mais c'est marrant parce que c'est vrai que très souvent j'ai des fans actuellement, mais pas que en Corée, hein, en Chine aussi, au Japon, qui me disent ma mère était fan de toi à l'époque. Je prends un coup de vieux. Mais je me dis ça fait quand même 2 générations déjà qui suivent. Hein. C'est clair. J'espère en atteindre 3 un jour peut-être quand je serai très très vieux. Enfin voilà, donc la Corée, on va dire que c'est une histoire quand même très importante parce que ça a été pour moi l'occasion vraiment d'agrandir le panel au niveau du public, justement, de toucher d'autres cultures, d'autres types de publics, d'autres fans au bout du monde. Et ça a été par la Corée, ça a commencé par la Corée. Donc ça n'a pas commencé forcément en Chine ou au Japon ? Non, la Chine c'était un petit peu après, quasiment dans la foulée. D'accord. Et le premier pas vraiment que j'ai mis de manière professionnelle, c'était vraiment avec Notre-Dame de Paris en Corée. Après j'étais en Thaïlande avant, mais c'était plus pour les vacances, donc c'était un peu autre chose. C'est rien à voir. Non. Ah, c'est cool. Mais écoute, ravi de découvrir ça. Je pensais pas que c'était ça avait été quand même quelque chose comme ça. Ah si, c'était énorme, c'était vraiment une révélation. Et ça a été d'ailleurs ce qui a permis après l'ouverture à tous les spectacles comme Roméo et Juliette, les 10 commandements un petit peu, plein d'autres choses qui sont... Rouge et Noir aussi, on est revenu aussi en Asie. Dans lesquelles de ces comédies musicales t'as joué, si jamais tu... Alors, en Asie, j'ai fait donc Notre-Dame de Paris, Le Petit Prince. Ah oui. Mais on n'a pas été à Séoul, on n'a pas été en Corée. Mozart, l'opéra rock, donc, Les Misérables, Le Rouge et le Noir. Ah oui. 5. Et j'en préparais une autre qui devait venir l'année dernière, c'était Don Juan. Ah, je crois que j'avais vu le... Voilà, on avait tout fini, on avait bien répété. À la veille de la première, c'était en Russie, au Kremlin. La crise... Au Kremlin, carrément. Au Kremlin, on était au Kremlin, on venait de faire la générale. Et on nous a dit, écoutez, voilà, c'est fini, on peut pas le faire. Alors, donc, la veille de la première. Donc voilà, on va dire que c'était 6 spectacles, 6 shows déjà en Asie et beaucoup en Corée. Super, et j'imagine que tu vas continuer à tourner en Asie. Ah oui, ce qui est très drôle, c'est que je n'ai jamais été, par exemple, en France en tout cas, un chanteur de groupe, de band. Ça m'a jamais intéressé, j'étais plutôt un comédien qui chante, donc j'étais parfait dans cet élément du musical, on va dire. Mais en l'occurrence, en Asie, on m'a proposé de devenir un chanteur avec son band, justement, avec ses chansons. Alors que ce soit des covers ou que ce soit des compositions. Ah, c'est intéressant ça. Et du coup, je fais une carrière de chanteur seul, on va dire, avec son band, depuis quelques années maintenant en Asie. Et donc, ça permet de sortir des albums. D'accord. Voilà, de faire pas mal de choses. Donc, tu veux dire plus qu'en France, en fait, finalement. Ah oui, complètement, oui. Et comment tu expliques ça, cette proposition que la Corée ou d'autres te fait de sortir ce genre de projet en solo? Alors déjà, je pense que j'ai eu la chance de faire partie de spectacles qui ont marché, qui ont vraiment cartonné. Bien sûr. C'était des gros succès. Donc forcément, les gens qui ont vu les spectacles ont envie de revoir les acteurs et les personnages dans d'autres choses. Surtout les personnages principaux, comme... Bien sûr, voilà. Oui, c'est vrai que pour le coup, c'était toujours des personnages qui étaient au premier plan. Donc c'est vrai que quelque part, j'ai eu des propositions de revenir sur scène et des belles scènes, tu vois. Par exemple, j'ai fait le Shanghai Culture Square à Shanghai, donc qui est une très belle salle avec dans une version musicale plutôt concert hall, piano à queue, violoncelle, etc., etc. Ah oui. Voilà, on va dire que j'allais dire ma qualité, mais en tout cas, ce qui fait mon personnage, c'est que je suis très hétéroclite en fait, je m'adapte à beaucoup de choses et c'est ce qui m'intéresse d'ailleurs, c'est le challenge de chaque fois de proposer des choses nouvelles. Et donc j'aime varier un petit peu les types de musique, les types d'ambiance. Donc j'ai fait pas mal de concerts hall justement en Chine mais aussi au Japon essentiellement.
Et après, pas mal on va dire de rock band, notamment, j'allais dire en Corée maintenant, c'est plutôt en Chine justement. En Chine, où il y a 2 ans, je suis obligé de toujours sauter l'année 2020 parce que... Il n'existe pas dans l'histoire. N'existe pas. Hein. Mais en 2019, on a fait une très très belle tournée avec une équipe française de musiciens. Wow. Et on a fait une tournée à travers toute la Chine avec une version beaucoup plus rock, avec notamment des morceaux d'albums comme Prima et Ante qui sont des albums solo. Avec vraiment une partie moitié composition, moitié reprise en fait. D'accord. Et où est-ce qu'on peut écouter tout ça? Spotify, les plateaux, Oui, streaming, alors normalement c'est encore trouvable sur tous les hébergements habituels. Mais voilà, après il y a des clips qui existent aussi. Enfin, voilà, il suffit de taper YouTube, on trouve 10 tonnes de trucs. Ok, très bien. Laurent, dans tout ce parcours, quels sont les artistes qui t'ont marqué, tes compatriotes de scène, et que le public asiatique, coréen ou autre pourrait connaître? Personnellement, je suis quelqu'un qui aime travailler en troupe. Donc pour moi il est important qu'il y ait une belle ambiance, une belle troupe, des amitiés qui se créent. Je sais que par exemple les gens que j'ai rencontrés sur Notre-Dame de Paris et sur Le Petit Prince sont devenus des amis très très forts depuis, je dis ça, c'était en 2001, la première fois que j'ai fait Notre-Dame et Le Petit Prince 2002. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme Julie Wingens, Sébastien Isambard aussi, qui maintenant est dans Il Divo, qui tourne à travers le monde. Ah, oui. Et on se retrouve régulièrement comme ça dans différentes des villes. Bah oui, c'est ça, on se retrouve au Japon, à Séoul, à Tokyo, etc. Shanghai. Et c'est vrai que voilà, c'est des gens qui sont restés des amis forts. Mais après, voilà, on va dire toute la troupe du Petit Prince sont restés vraiment des amis très forts, mais ils n'ont pas beaucoup tourné en Asie. Après voilà, je sais que sur Les Misérables, par exemple, j'ai adoré la troupe, il y avait une ambiance formidable. Roland Carl, que je connais depuis 20 ans, qui jouait le rôle de Javert, que j'adore, mais Noémie aussi, qui est avec moi sur Mozart. Et ça se passe vraiment bien, il y a une vraie belle ambiance. Et après, je voudrais pas justement blesser forcément les autres, parce que on va dire que dans chaque troupe, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, bien sûr. Et le Rouge et Noir, pareil. Donc, ma partenaire de scène, Elsa Peruzin, ou Com, enfin voilà, j'ai vraiment adoré travailler avec tous ces gens-là. Et je dirais pas qu'il y en a un que je préfère par rapport à d'autres, parce que quelque part, ce qui est beau justement, c'est cette équipe, c'est l'équipe en fait. Tu aimes vraiment ce que tu fais, en fait, ça se sent. Ah oui, je suis un passionné de ça. Je suis un passionné de ça et je pense qu'il faut... Et d'ailleurs, ça se ressent quand ça se passe mal dans une troupe. C'est-à-dire que si la troupe, il y a des éléments perturbateurs ou des choses qui font que c'est un peu négatif, on le vit mal, on n'est pas bien. C'est évident. Donc voilà... Et alors, je sais que la question est difficile parce que ça va être pareil pour toutes les œuvres dans lesquelles tu as bossé. Mais si tu devais citer 2 œuvres qui ont marqué toi humainement, artistiquement, ton parcours, pas parce que ce sont des œuvres forcément, tu sais, par rapport au succès ou des choses comme ça, oui, bien sûr. La réputation et tout, mais plus toi par rapport à ton chemin d'artiste. Il y a 3 spectacles qui m'ont vraiment et qui ont été symboliques pour moi. Il y a évidemment Notre-Dame de Paris, puisque quand j'étais petit, mon rêve c'était de faire de la scène. Enfin, quand j'étais petit, quand j'avais 17 ans, je voulais faire de la comédie musicale et j'ai commencé à chanter à 17 ans avec Starmania. D'accord. Le SOS du Terrier en détresse, le Businessman, etc. Comme beaucoup de gens en France. Voilà. Et mon rêve, c'était un jour de dire j'adorerais travailler avec Plamondon ou Berger, mais c'était trop tard. Quand j'étais voir Starmania, en 94, à Mogador, j'ai vu à la fin du spectacle Michel Pascal qui faisait le 0 janvier. Et je lui ai demandé comment on fait pour faire ce métier. Il m'a dit écoute bien, il faut que tu t'accroches, il faut vraiment y aller, mon gars, il faut vraiment tu donnes tout ce que t'as, là, c'est pour Dieu possible, ça va. J'ai dit ok. Et 6 ans plus tard, je me suis retrouvé sur scène avec lui, à jouer le rôle de Gringoire, et lui il faisait Frollo. Oh, trop bien. À Mogador, dans la même salle. Ouais. Et je dis ça y est. Donc là, pour moi, la boucle était bouclée, tu vois, j'ai travaillé avec Plamondon. Et pourtant, il y avait tout ce que t'as fait derrière. Et voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, donc, tout de suite, j'avais commencé en 2001, en arrivant à Paris quasiment. Parce que tu es d'où? Je suis de Nancy. D'accord. Pas de Nancy, de la Lorraine, en fait, Bar-le-Duc, Nancy. D'accord. Et en fait, pour moi, voilà, donc j'étais arrivé au bout de mon truc, sauf que c'était que le début, en fait. Et ensuite, il y a eu des événements comme le Fantôme de l'Opéra.
Oui. Où je suis parti à Londres pour faire la voix française, en fait, la version française, enfin 2 versions françaises pour le coup, parce qu'il faisait le film de Joel Schumacher. Et voilà, donc j'ai enregistré avec l'équipe d'Andrew Lloyd Webber à Londres au Palace Theatre. On était vraiment Simon Lee, Andrew Lloyd Webber, David Greenrod et David Greenrod. Et là, j'étais là, c'est pareil. Pour moi, on va dire qu'il y avait plein de monde en France et il y avait Andrew Lloyd Webber pour la partie anglo-saxonne, tu vois. Évidemment. Donc avoir été sélectionné pour jouer le rôle du fantôme, pour en tout cas donner la voix du fantôme, c'était pour moi un autre rêve qui se réalisait, une consécration. Ouais. C'est un rôle mythique comme l'est Valjean dans Les Misérables. C'est ça. Et du coup, voilà, encore une fois, c'était pareil. Je me suis dit, mais c'était un rêve. Qui ne rêve pas de travailler pour Andrew Lloyd Webber, surtout quand on est français. C'est clair. C'est clair. Voilà, donc, et en plus, ce qui est drôle, c'est que du coup, dans le monde entier, beaucoup de gens regardent la vidéo, ou en tout cas écoutent l'audio, avec ma voix en français, et se disent, voilà la voix du fantôme, alors que, attention, moi j'adore Ramin Karimlo, Alfie Boe, etc. Ce sont des magnifiques interprètes qui ont fait le fantôme magnifiquement bien. Mais humblement, ma voix pour le film est une voix de référence pour beaucoup de gens, parce que l'histoire se passant à Paris, à l'Opéra Garnier, étant un livre de Gaston Leroux, ils se disent, voilà, le fantôme doit avoir cette voix-là en français. Donc ça m'a permis de faire beaucoup de concerts. Du coup, vraiment, dans le film, c'est toi. Dans le film, c'est moi. C'est dingue. Dans le film, c'est moi, en version française. Et voilà, et du coup, et le troisième, et là c'est un peu plus, on va dire, un peu plus dramatique, c'est Hamlet. Alors, Shakespeare, j'adore aussi, j'ai eu la chance de jouer Iago, et dans une version théâtrale, et Hamlet. Ah, là c'est vraiment théâtre, c'est pas comédie musicale. Alors, Iago, c'était pour Othello, mais en version théâtrale, et 6 mois plus tard, j'ai joué donc le rôle de Hamlet, dans une version italienne, Hamletto, à Florence. C'était une production de Pierre Cardin. Ah, attends, tu parles italien ? J'ai appris l'italien pour un spectacle, et depuis, c'est vrai que depuis, Mon Dieu, je travaille là-bas, et là, en l'occurrence, c'était pour ce rôle-là. Et là, malheureusement, j'ai eu des soucis avec mes jumeaux, mes petits jumeaux qui arrivaient. D'accord. Et le petit garçon a survécu, pas la petite fille. Donc j'étais dans un état très très compliqué, voilà, c'était une situation très dramatique. Et je devais faire ce spectacle. J'avais promis, j'avais signé le contrat, je devais faire le spectacle à Florence, donc partir un mois plus tard. Et je me suis dit, je vais y arriver, je peux pas. Il y avait 21 titres. En italien en plus, devant un public italien, il fallait être le seul français de la troupe en plus. Je me disais, mais comment je vais faire ? Ils vont me lyncher, quoi. Et surtout, je pouvais pas y aller d'un point de vue purement émotionnel, c'était compliqué. Et finalement, ce qui me semblait être justement un obstacle insurmontable est devenu une force. C'est-à-dire que ce spectacle m'a permis de me sortir de cet état de léthargie, de torpeur, on va dire, de tristesse. Et je me suis servi du coup de cette douleur et de ce drame pour nourrir le personnage d'Hamlet dans mon interprétation. Et du coup, c'est devenu un spectacle, on va dire, salvateur pour moi. C'était quelque chose, c'est pour me sortir de cette ambiance extrêmement compliquée. Et voilà, et pour moi, ça reste gravé en moi, tu vois. Ce rôle, en tout cas, m'a permis, c'était une sorte de renaissance. C'est le cas de le dire. Après l'histoire de bébé, et voilà, et de pouvoir repartir, on va dire, à l'assaut de la suite, quoi. Merci de ce partage. Voilà. C'est vraiment waouh, c'est comme quoi. Hein, Ah bah la scène, y a tout s'y passe, hein, tout passe à travers. C'est clair, c'est clair. Toutes nos émotions. Waouh, merci pour tout ça. Alors du coup, pour conclure, au fait, tu as parlé de renaissance, et pour moi, un héros, c'est quelqu'un qui est résilient. Qui passe toujours d'un passage de la vie qui représente la mort et suivi d'une renaissance, et plusieurs fois peut-être. Et du coup, j'aime beaucoup poser quelques questions. Bien sûr. Pour qu'on te connaisse dans ton aspect, on va dire, héroïque, dont tu viens déjà de partager un petit bout. Alors, ton monde ordinaire, c'est-à-dire le monde duquel tu pars à l'origine, quand tu étais enfant, petit, où étais-tu ? C'était quoi en quelques mots ? C'était quel type de monde dans lequel tu vivais ? Imaginaire. D'accord. Moi j'étais un petit... alors j'ai eu une enfance extrêmement difficile, on va dire. D'accord. En fait, Cosette me parle beaucoup, puisque c'est l'histoire de Cosette, on va dire, dans la réalité. Et il a fallu, comme tu dis, être résilient, il a fallu passer les épreuves et les obstacles. J'ai perdu ma mère à l'âge d'1 an, tu vois, donc très tôt. Mon père, malheureusement... Voilà, je vais pas raconter tous les détails, mais c'est vrai que on est pas... Je crois que voilà, l'enfance est passée très vite, il a fallu être dans le bain tout de suite, dans
dans le combat et dans le... D'accord. Il a fallu se battre tout de suite. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle L'Enfant Géant, dans l'album Prima, qui parle de ça. C'est que parfois, il y a des enfants qui sont obligés de vivre une vie d'adulte tout de suite, prendre un manteau d'adulte et se dire, voilà, il faut que je me batte, sinon je vais pas survivre, quoi, je vais pas y arriver. Donc voilà, il a fallu le faire, et quelque part, c'est cette imagination, ce monde imaginaire qui a permis d'aller au-delà de ça. J'ai commencé très tôt à dessiner. Donc, je voulais peindre d'ailleurs, j'ai fait des études d'art plastique. Et pour moi, ce monde que j'ai créé était un monde qui m'a permis ensuite d'exister et de pouvoir l'exprimer sur scène. Et la scène est devenue un exutoire par rapport à ce monde extrêmement lugubre d'enfance, on va dire. Voilà. D'accord. Et ensuite, si on pouvait parler de l'appel à l'aventure, c'est-à-dire l'aventure pour toi, j'imagine, c'est donc cette vocation artistique, scénique, en tant qu'interprète, comédien, chanteur sur scène. Comment tu l'as perçu, comment tu l'as identifié, comment tu l'as reconnu? En fait, c'est assez simple pour moi. Et tu l'as dit encore une fois, le mot résilience, ça veut dire tout. C'est-à-dire que pour s'en sortir, il faut sortir de sa zone de confort. Et pour moi, comme cette zone de confort n'était pas confortable du tout, il a fallu que je le trouve ailleurs. C'est clair. Donc du coup, j'ai cherché ma zone de confort partout. Et je me suis rendu compte que finalement, si on va explorer le monde, c'est notre zone de confort, c'est qu'on peut, tout est possible. Et ça, c'est un truc que j'ai compris assez tôt, en me disant, si je veux quelque chose, j'y vais. Les seuls obstacles qu'on se met, c'est ceux qu'on se met de soi-même, finalement. C'est ça, exact. Et voilà, et c'est pour ça que, je suis parti d'une petite ville, Bar-le-Duc, puis Nancy, puis Paris. Une fois Paris, je me suis dit, bon, ça se passe super bien, mais ça me suffit pas, donc je suis parti dans le monde, et le monde a répondu OK. Et puis voilà, et dans des rôles sublimes, en fait, tous mes rêves d'enfant, je les ai réalisés quasiment, tu vois. C'était même pas un but, c'est que finalement le chemin s'est mis tout seul, et j'ai suivi une sorte de chemin lumineux en me disant, voilà, c'est ça que je veux. Et tu l'as identifié, ce chemin, comment? Tu l'as senti, tout simplement? Je le sens, ouais. Alors je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'intuition et au choix, et souvent, alors après je regarde, il y a beaucoup de signes, je regarde un peu vers les numéros, les machins, les trucs. Non mais des fois il suffit d'un truc, tu vois, je me dis tiens, là, un coup de fil à un moment donné, tu vois, je veux pas aller faire une audition, puis on m'appelle au moment en disant t'es où? Ok, j'y vais. Voilà. Et des fois, j'ai eu un rôle par exemple pour un film dans un live, en allant au McDo. J'étais au McDo, je me dis j'ai pas faim, bon allez vas-y, je prends un truc, et je suis tombé sur un mec qui m'a reconnu, qui m'avait vu sur scène, il m'a dit tiens, on cherche un rôle pour ça. C'est pour ça que je crois vraiment à ça, à ces coïncidences, à ces rendez-vous qui font que tu vas aller plus loin. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est toujours aller au-delà de ce qu'on pense être sa limite, tu vois, de toujours les challenges. C'est ça qui me fait avancer, en fait. C'est ça. En plus, j'étais étonnée, on se connaissait pas du tout en vrai, mais tu m'as répondu super vite pour l'interview. Quand même, c'est pas. J'ai senti que réfléchis vraiment, dans le sens de. T'aurais pu te méfier, par exemple. Alors, je me méfie de quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais après, je vois un peu, je donne la chance au produit, on va dire. Je me dis, ok, on va voir comment ça évolue. Allez. Et si je sens un truc un peu bizarroïde, j'arrête très vite la chose. Okay. Non, mais j'ai senti, voilà, quelque chose de bienveillance, quelque chose de cohérent. J'ai cherché une petite recherche, donc non, ça m'a rassuré. Ok. Alors, la quête, finalement, si tu devais résumer, ta quête, c'était quoi sur ce chemin? Sa quête, c'est s'améliorer soi-même. C'est-à-dire que, par exemple, je n'ai aucune jalousie en moi. C'est quelque chose que je comprends pas trop, en fait. Je me dis, si je vais rater par exemple un casting, ou si je vais jamais dire c'est la faute du mec qui a eu le rôle, ou non mais ça peut être ça, tu vois. C'est vrai, il y a des fois. Je me dis j'ai pas assuré, j'étais pas à 1000%, ou alors voilà, c'est le jeu, quoi. Et ça me permet d'être vraiment libre, c'est-à-dire que de se dire que c'est le fait que tu sois toi-même le conducteur de ton engin, de ta voiture. Ça te permet aussi toi d'un moment donné de te dire bon bah voilà, j'ai pris cette direction. C'était pas la bonne, j'en prends une autre. Et t'es toujours maître de la route, tu vois. C'est pas des gens qui vont t'empêcher de... Il y en a, et de toute façon, c'est pour ça aussi souvent que des choses ne sont pas. C'est à cause malheureusement, de certaines personnes qui vont te mettre des bâtons dans les roues. Mais néanmoins, comme je disais tout à l'heure, le monde est tes limites. C'est-à-dire que tu peux faire toi-même. Il y a plein de routes pour y arriver. Donc voilà, c'est ça. Moi, c'est de me dire, il n'y a pas de limite en fait. Tu t'y vas, tu fonces, tu ne regardes pas la vie des autres, regarde la tienne, avance, apporte le bien aux gens que tu aimes, et arrête de passer du temps avec les imbéciles. On a tendance souvent à passer beaucoup de temps et d'énergie pour les crétins qui s'imposent un peu dans nos vies, comme ça, et en fait, il faut faire le tri et aller directement sur les gens qui valent la peine.
Donc, apprendre à se connaître comme ça. C'est ça, tu as dit. Apprendre à se connaître et du coup connaître les autres. Connaître les autres. C'est intéressant, les cultures. Ok. Voilà. Waouh. Quelle a été tes plus grandes confrontations? La vie en elle-même. La vie en elle-même, c'est-à-dire que dès le départ, j'étais posé face à des murs qu'il fallait passer. Voilà, j'ai envie de dire que l'art était devenu une évidence parce que par rapport à l'enfance que j'ai eue, j'aurais pu très vite tomber dans la délinquance ou dans la drogue, j'aurais pu finir en tôle très très vite, comme beaucoup d'amis que j'avais à l'époque, malheureusement. Voilà, il a fallu, j'avais un exemple qui était mon père, qui malheureusement s'est retrouvé en fauteuil roulant pendant 25 ans, donc j'étais tout petit, tu vois, j'avais 7 ans. Et quelque part, c'est pareil, quand on voit quelqu'un qui est comme ça en face de toi, qui se bat pour toi, qui veut tout te donner malgré ses souffrances, et que tu peux pas te dire la vie c'est dur en fait. C'est ça. Tu te dis voilà, ce mec il s'est battu pour moi, il a donné tout ce qu'il avait pour que je m'en sorte, et du coup ça permet de relativiser vraiment les choses et se dire il faut avancer quoi. Ok. La résolution. Au jour d'aujourd'hui, tu dirais quoi? Qu'est-ce qui s'est résolu? De ton chemin d'artiste, d'humain, de tout? Déjà, la résolution, c'est déjà avoir atteint beaucoup de rêves, la plupart de mes rêves, que depuis c'est que du bonus, et Ah c'est beau ça, depuis c'est que du bonus. C'est que du bonus, depuis c'est beau. Après voilà, moi, alors c'est peut-être un truc un peu étrange, ou classique on va dire par rapport à quand t'es parent, mais depuis que j'ai eu mes enfants, mes 2 petits garçons, je pense beaucoup moins à moi, parce que c'est quand même un métier qui est quand même très égocentrique. C'est clair, c'est clair. L'ego n'est pas forcément négatif, il n'y a pas que ça, mais en tout cas il en faut de toute façon pour avancer dans ce métier. Absolument. Et avoir de l'ambition. Ouais, absolument d'accord. Mais l'ambition pour moi n'est pas quelque chose de péjoratif, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui permet d'aller encore une fois au-delà de soi, et voilà. Mais maintenant j'avoue que tout ce que je fais pour eux, vraiment. Ok. C'est mon but, c'est mon... Un peu comme ton papa. Exactement, je suis à la place de mon père maintenant, et je ne veux pas qu'il vive... Déjà, je veux pas qu'il vive ce que moi j'ai vécu. Je vais faire en sorte que... Et je veux qu'il soit heureux, et en essayant d'inculquer des valeurs de respect, etc. Ce qui est quelque chose de... malheureusement de plus en plus difficile actuellement. C'est clair. Ne serait-ce que la parole donnée, pour moi, c'est... Alors moi, je suis un peu accroché à des vieilles valeurs, l'époque tonton flingueur. Et c'est vrai que, voilà, des choses maintenant que je trouve hallucinantes, qui n'ont plus lieu d'être, prendre le temps, respecter sa parole, être, tout ça, j'essaye en tout cas de l'inculquer à mes enfants, et que eux soient heureux. Très bien, dernière question. Entre guillemets, la morale de l'histoire, mais dans le sens de quel est le message que toi tu voudrais partager avec les gens qui te suivent, qui t'aiment depuis des années, ou même qui te découvrent? Je crois que je l'ai énoncé tout le long de l'interview. C'est vraiment ça, c'est ne jamais se donner de limites de toute façon, et surtout vivre sa vie en essayant vraiment, encore une fois, de passer du temps avec les gens qui en valent la peine. D'accord. Et arrêter de passer des heures et de l'énergie et des angoisses pour des gens qui n'en valent pas la peine, parce que malheureusement c'est un peu ce qui se passe actuellement. Je crois qu'il faut rester ancré un peu aussi dans la réalité, et ne plus passer toutes ces heures sur les réseaux c'est clair. qui nous font finalement pas voyager. On pense qu'on a accès à tout, mais finalement on restreint plus les choses qu'autre chose. Donc moi j'ai envie de dire, vivez votre vie, vivez-la à 1000%, pas de zone de confort, pas de limite, et arrêtez les réseaux. Merci Laurent, merci beaucoup pour tout, c'était vraiment super chouette. Merci à vous deux, merci. Merci.